Allez, c'est parti. Alors, donc, bonjour à tous, bienvenue. On va commencer par se présenter pour ceux qui ne nous connaissent pas. Et après, on va entamer tranquillement le webinaire, cette présentation. Donc, moi, c'est Alexandre. Pour ceux, donc j'en ai beaucoup qui me connaissent, pour d'autres qui ne me connaissent pas. Donc, voilà, moi, j'ai passé 1 an en Australie. Je travaille pour GoStudy depuis bientôt 2 ans. Plus de 2 ans. Et donc, voilà, l'objet de ce webinaire, c'est un peu de parler du PVT. On ne parlera pas du visa étudiant, de focaliser un peu sur le travail, notamment nos expériences perso, que ce soit à Perrine ou à moi. Ça, c'est beaucoup de questions qui reviennent, donc c'est intéressant d'avoir au moins 2 retours d'expérience et parler un peu des études en Australie. Donc, je vais co-présenter avec Perrine, qui, pour la petite histoire, qui m'a aidé à partir en Australie il y a quelques années, il y a 5 ans exactement. Perrine, je te laisse te présenter. Bon, ben, salut à tous. Moi, du coup, pareil, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Perrine. Je travaille pour GoStudy Australia depuis bientôt 8 ans. Donc, ça fait un bail. Je suis partie en Australie avec un Working Holiday Visa. Du coup, le visa dont on va parler aujourd'hui, il y a quelques années et j'y ai passé 2 ans. Donc voilà, comme disait Alexandre, on va pouvoir vous expliquer un petit peu ce que nous, on a pu faire sur place au niveau du boulot. On va vous expliquer un petit peu les techniques. On va vous donner des petits tips pour trouver un boulot sur place. Et on va vous expliquer aussi en quoi consiste le Working Holiday Visa. Voilà. Donc, également, on a notre super collègue Elvire, qui, elle, va répondre à vos questions dans le chat. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas. Et à la fin de cette présentation, on se prendra, on verra combien de temps il nous reste, pour répondre au moins à vos questions. Et si jamais, voilà, on dépasse un peu le temps à partir, on va essayer de se fixer 1 heure. Si on dépasse, bah, voilà, n'hésitez pas après à revenir vers nous, qu'on fasse des entretiens, on va dire, un peu plus individuels par rapport à tout ça. Il est 17h05, allez, on va commencer un petit peu, tranquillement mais sûrement. On va parler en premier donc, du visa qui s'appelle le PVT en français, donc pour le visa vacances-travail. En anglais, on appelle ça le Working Holiday Visa. Alors, pour vous faire une présentation assez rapide, c'est un visa d'1 année durant laquelle vous pouvez travailler, vous pouvez voyager. C'est un visa qui vous laisse vraiment une totale liberté. Donc, en tant que Français, vous y avez accès jusqu'à vos 35 ans. Il vous permet également donc d'étudier pendant 17 semaines. Donc, il y a juste plusieurs règles à savoir en fait. La première, c'est que vous avez le droit de travailler dans n'importe quel domaine. Vous êtes limité à 6 mois max pour le même employeur. Il existe quelques exceptions, mais retenez cette règle générale. La deuxième, c'est que c'est un visa où normalement on peut en faire la demande qu'une fois dans sa vie. Alors, il y a une exception, c'est-à-dire que vous pouvez le renouveler 2 fois sous condition. La condition, c'est de cumuler 88 jours de travail dans le secteur primaire, dans des régions spécifiques. Donc, on parle beaucoup des fermes et des mines. Donc, toi, Pierrine, tu l'as renouvelé une 2e année, donc tu pourras expliquer un peu ce que tu as fait. Oui. Mais voilà, on va revenir un petit peu là-dessus. L'idée, voilà, c'est que sous condition, vous pouvez le renouveler donc pour une 2e, voire une 3e année. Le visa il coûte 635 $, ça fait aux alentours de 400 €, un peu moins de 400 €. Pour faire le visa, ça le fait sur le site de l'immigration. Donc voilà, c'est pas très difficile. Pour le faire, il faut avoir un passeport, donc passeport valide. Et également, il vous est demandé par l'immigration d'avoir 3 500 € de côté. Alors, la chose à savoir par rapport à ça, c'est que si vous ne l'avez pas au moment de faire le visa, ce n'est pas très grave. L'idée, c'est d'avoir cette somme d'argent en arrivant en Australie pour rassurer un peu l'immigration et leur prouver que vous avez de quoi vous payer un billet retour si jamais vous ne prenez pas votre billet aller-retour. La deuxième chose un peu implicite par rapport à ça, c'est que forcément, vous partez quand même à 16 000 km de chez vous. Donc, l'idée, c'est d'avoir un peu d'argent de côté. On l'obtient assez rapidement. Les derniers que j'ai fait moi, dès que la personne a payé, il a été accepté dans les 10 secondes. Donc, c'est assez rapide à avoir. De façon générale, le passeport, c'est vraiment un des documents les plus importants à avoir. C'est votre pièce d'identité à l'international. Avoir une assurance santé également, parce que tout ce qui est carte vitale, mutuelle française ne fonctionne pas. Donc, nous, on travaille avec Chapka, chez qui on a 5% de réduction. Voilà, l'idée, c'est d'avoir quelque chose qui puisse vous assurer sur place. Et également pour ceux qui ont le permis, vous avez 2 possibilités, soit de faire une traduction certifiée
officiel de votre permis, c'est-à-dire quelqu'un qui va vous le traduire. Donc, nous, on connaît quelqu'un qui s'appelle Chloé Sotro qui pourra vous le faire. Donc, n'hésitez pas à nous le demander. Sinon, vous pouvez faire une demande de permis australien sur place. Alors, pour ceux qui poseraient la question, le permis international, en fait, le problème qu'on a maintenant, c'est que dans certains États d'Australie, le permis international n'est plus reconnu. Donc, c'est un peu le problème par rapport à ça. Je crois que Marinou a fait une… Un partage. Ah, du coup, ça t'a coupé je pense, la présentation. Ah, c'est marrant. Attends, je fasse ça. Reprendre la présentation. Voilà, tout simplement. Donc voilà, pensez à avoir passeport, assurance santé et également donc le permis traduit ou permis à faire sur place. Comment travailler avec un PVT? Perrine. Oui, alors juste, Elvire vient de mettre le lien du coup vers la traductrice Nati dont vous a parlé Alexandre, qui s'appelle Chloé Sotro, c'est dans le chat. Alors, le travail en Australie, du coup, on arrive un petit peu au cœur du coup de cette présentation. Pour travailler en Australie, légalement, il va vous falloir ce qu'on appelle le Tax File Number. Peut-être que vous en avez déjà entendu parler ou vu sur des blogs, sur Internet. La demande, elle est gratuite. Elle peut se faire seulement en Australie. Vous ne pouvez pas la faire offshore. Vous ne pouvez pas la faire d'ici. Le délai de réception, il est d'à peu près 1 mois. Mais les employeurs, ils savent très bien. Donc, vous avez la possibilité de travailler avant réception du coup de ce document avec l'accord de l'employeur. Pour les auto-entrepreneurs et freelance, vous pouvez faire la demande de ce qu'on appelle un ABN. C'est un Australian Business Number. Ça fonctionne un peu comme les auto-entrepreneurs ici en France et ça peut être utile notamment pour les livreurs. On en discutera après. Donc, le Tax File Number, c'est un numéro que vous allez avoir à vie. Il ne va jamais changer, même si vous faites des allers-retours, vous faites différents visas, vous aurez un seul numéro. Le salaire en Australie. Alors, on nous pose souvent la question. Le salaire minimum, il est hyper intéressant. Il est à 23 $ de l'heure. Après, ça va varier vraiment par rapport au boulot que vous allez faire. Je prends souvent aussi l'exemple du restaurant. J'ai travaillé dans un restaurant en Australie et c'est vrai que les Australiens, ils ont l'habitude de donner des tips. Les tips, c'est ce qu'on appelle les pourboires chez nous. Et au final, mon salaire était moins élevé à la fin de la journée que les tips que je recevais. Donc voilà, c'est aussi à prendre en compte. Quelque chose qui peut faire aussi un petit peu bizarre, c'est au niveau des salaires, c'est payé à la semaine. Alors, ça peut faire bizarre au début, mais je sais pas toi, Alex, mais moi, finalement, ça me permettait de mieux gérer mon budget. Ouais. Et alors, faut savoir aussi que tout ce qui est hébergement, notamment les loyers, c'est payable à la semaine ou à la quinzaine aussi en Australie. Ils fonctionnent beaucoup comme ça. Et en fait, ouais, ça permet vraiment de mieux gérer le budget. Donc, comme vous disiez Alexandre tout à l'heure, vous pouvez travailler en illimité sur le Working Holiday Visa et même enchaîner plusieurs petits boulots. Les types de boulots qu'on va trouver, les types de contrats, en fait, ça sera un peu comme de l'intérim chez nous, ce qu'on appelle des casual contracts. C'est-à-dire qu'un employeur va vous dire « Ok, j'ai besoin de toi pour une semaine, peut-être que ça va être prolongé pour la semaine d'après, mais il n'y a pas de vrai contrat entre vous et l'employeur. » À tout moment, quand vous recevez votre paye, vous pouvez dire « Bon, ben, moi, je m'en vais. » Il n'y a pas vraiment de préavis, en fait. Même si, bon, ben, pour que tout se passe bien, voilà, c'est quand même préférable que de prévenir l'employeur ou que l'employeur vous prévienne, mais il n'y a pas d'obligation. Il peut y avoir aussi CDD, mais ce sera sur 6 mois maximum, comme vous disiez Alexandre tout à l'heure. Alors, quel job en PVT? Donc, sur cette slide, on n'a pas été exhaustif parce qu'en fait, vous pouvez faire tout type de boulot sur le Working Holiday Visa. Je vais vous parler un petit peu de l'expérience que moi j'ai eue. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, j'ai passé 2 ans en Australie. J'ai réussi en fait à rester 1 an de plus parce que j'ai travaillé 88 jours dans le secteur primaire, dans une ferme à Bundaberg qui se trouve dans le Queensland. Alors, le travail en ferme, on en entend beaucoup parler du coup
pour le Working Holiday Visa. Mais ce n'est pas obligatoire. Beaucoup pensent que c'est obligatoire, qu'il faut absolument travailler en ferme. Non, ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez renouveler votre visa, vous pouvez faire du travail en ferme, mais d'autres boulots aussi. Vous pourrez le voir sur le site de l'immigration australienne. Ils pourront… Tout est bien développé sur les types de boulots que vous pouvez faire pour demander le second Working Holiday Visa. D'ailleurs, Elvire, elle nous met le lien sur le chat. Merci, Elvire. Mais le travail en ferme, voilà, ça peut être dans le packing, ça peut être le picking. Donc, packing, c'est, je perds en français l'emballage, en fait, dans des espèces d'usines. J'ai travaillé dans une usine de citron, clémentine et orange. Du coup, je faisais du packing. J'ai aussi travaillé dans une ferme de fleurs où je plantais du coup des fleurs. J'ai aussi fait de la plantation de patates douces. Voilà, j'ai fait beaucoup de petits boulots dans les fermes. C'est des boulots qui peuvent être assez difficiles. Les conditions peuvent être compliquées. Déjà, il fait très, très chaud en Australie. Vous êtes dans le outback australien, donc c'est-à-dire vraiment, vous n'allez pas trouver une ferme en plein milieu de Sydney, hein, vous imaginez bien. Donc, vous êtes vraiment reculé. Il y a des fermes, ça peut être un bon plan, il y a des fermes qui proposent des logements. Et la ferme de fleurs où j'ai été, justement, proposait un logement. En fait, on était logés, on n'était pas nourris, mais on était logés dans la ferme, en fait. Et du coup, ça permet aussi de faire pas mal d'économies. Mais voilà, c'est quand même du boulot qui est assez difficile et surtout qui n'est pas obligatoire, à bien retenir. Alex, est-ce que tu peux nous parler un petit peu d'une autre expérience que tu as eue en Australie? Par rapport aux fermes, qu'est-ce que je peux compléter? Moi, j'étais dans les champs. Alors, c'est vrai que pour reprendre juste ce que tu disais, déjà, le travail en ferme, c'est un peu un terme générique. J'expliquais ça à une étudiante tout à l'heure. Généralement, c'est beaucoup lié aux légumes, soit de la récolte, soit planter des légumes, ou alors des choses qui n'ont totalement rien à voir, comme des fleurs, tu disais, Perrine. Moi, pour mon expérience perso, j'ai fait beaucoup de récoltes. Que ce soit du poireau, que ce soit du chou-fleur, que ce soit du brocoli aussi. Alors, on soit être directement dans le champ, soit être sur le tracteur à empiler des caisses. Voilà, c'est un peu tout et n'importe quoi. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? À un moment, nous, on avait une chaîne où les filles mettaient les brocolis dans des sortes de cagettes et moi, j'étais à la fin de la chaîne et j'empilais les cagettes. J'ai fait du planting aussi, c'est-à-dire planter des légumes. Voilà, il y a un peu tout et n'importe quoi, on va dire, entre guillemets. J'ai entendu des gens travailler dans des ranchs. Voilà, Perrine, toi, c'était avec les fleurs. Voilà, il y a un peu tout et n'importe quoi. Moi, j'étais logé dans une petite ville à côté. J'avais trouvé le logement à côté. Mais en fait, les fermiers s'étaient organisés pour venir nous chercher. Donc, en gros, c'était des gens qui avaient des sortes de minibus et venaient nous chercher. Donc, il y a ça. Je sais qu'il y avait des gens qui habitaient dans un camping à côté et eux, ils avaient leur propre voiture. Donc, il y a ça aussi. Et après, alors, Perrine, peut-être que tu pourrais expliquer toi comment. Moi, perso, comment j'ai trouvé ça. Alors, il y a eu du bouche à oreille. Voilà, vraiment des gens qui m'ont dit, bah tiens, voilà Alex, on a été dans telle ferme, ça s'est bien passé, écoute, envoie ton CV. Aussi, aller directement sur place, ça aide également. Et moi, les jobs que j'ai trouvés, c'était beaucoup du bouche à oreille. Je ne sais pas toi, Perrine, comment tu as trouvé de ton côté? Bouche à oreille. Moi, ça a été pour le travail en ferme que du bouche à oreille. Mais ça, on en discutera aussi un petit peu après. Surtout pour les fermes, ça sert vraiment pas à grand-chose de chercher avant le départ. Non, c'est clair. On le verra après, mais oui, moi, c'était pour le travail en ferme, vraiment que du bouche à oreille, des personnes que j'ai rencontrées, qui m'ont filé le contact. Voilà, c'était vraiment que de ça. Ah, ça marche beaucoup comme ça en Australie. Et après, Perrine, toi, tes autres expériences hors ferme? Alors, mes autres expériences, ouais, moi, j'ai bossé beaucoup dans la restauration, surtout la seconde année, mon second working holiday visa, parce que la première année, j'avais un niveau d'anglais vraiment minimum. Du coup, pour travailler dans la restauration, il faut quand même avoir un niveau minimum en anglais. Donc, j'ai travaillé dans la restauration. J'ai fait plongeuse aussi dans la restauration, c'est-à-dire la vaisselle concrètement. Et après, j'ai fait le service. Ensuite, j'ai travaillé dans le commerce, on peut dire ça. On peut appeler ça comme du commerce. J'ai
J'étais à Darwin, donc je ne sais pas si vous situez Darwin, on n'en entend pas beaucoup parler, c'est tout au nord de l'Australie. Et en fait, il y a une piscine à vagues qui se trouve à Darwin, parce que figurez-vous qu'on ne peut pas, on n'a pas le droit de se baigner dans l'océan, car il y a de très gros requins, certes, mais aussi de très gros crocodiles marins. Donc, la baignade est interdite. Donc, en fait, en plein milieu de la ville, ils ont construit un énorme complexe avec une piscine à vagues. C'est très, très sympa. Du coup, je vendais des entrées. J'étais dans une espèce de petit kiosque où je vendais des entrées pour la piscine et des glaces, des bouées pour les enfants, voilà ce genre de choses. Alors la petite histoire, c'est que j'ai eu un gros coup de bol par rapport à ce boulot-là. C'est que quand en fait j'ai été embauchée, le manager, enfin c'était une manager, elle était enceinte et elle est partie en congé maternité. Et du coup, il cherchait quelqu'un pour la remplacer. Donc, en fait, j'ai pris sa place. Donc, j'ai été manager. Donc, j'étais très, très bien payée. Et j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures. Donc, ouais, c'était très intéressant. Donc, voilà, il y a vraiment tout type de boulot. Pareil, Alex, toi, tu as fait de la livraison aussi, il me Ouais, semble. un de mes premiers jobs, ouais, alors encore grâce au bouche à oreille. Alors c'est grâce à l'école d'anglais dans laquelle j'étais, mais ça on y reviendra. Mais en tout cas, j'ai fait la livraison Uber Eats. On parlait de la BN tout à l'heure, qui est un numéro pour faire un peu de l'auto-entrepreneuriat. Donc j'ai commencé par faire du Uber Eats. Après, du Uber Eats, forcément, tu fais pas mal de restaurants. Donc ça m'a permis de trouver mon autre job en restauration. Là, je fais de la plonge, hein, comme toi, Perrine. Et après, mon travail en ferme, moi, ça a beaucoup été de la construction. Donc, j'ai passé une certification pour ça, j'en parlerai juste après. Mais en tout cas, donc moi, j'ai fait de la construction et de la démolition beaucoup. Alors, clairement, sans avoir aucune notion en France. Je ne suis pas un gros manuel à la base, mais au final, voilà, ça, ce qui est bien en Australie, c'est qu'ils vous laissent assez votre chance. Ça va, tant mieux, ça va pas, bah, merci, au revoir. C'est ce que disait Perrine tout à l'heure. Donc, voilà, moi, j'ai fait beaucoup de ça. J'ai fait de l'événementiel aussi, c'est vrai qu'on ne l'avait pas indiqué, mais j'y ai pensé. Par exemple, je sais qu'il y avait un cinéma au bord de la plage. En gros, il fallait installer les structures gonflables, il fallait installer, les gens avaient des genres de petits lits au bord de la plage. Bref, ils n'étaient pas trop mal lotis. Voilà, donc j'ai fait ça aussi. Qu'est-ce que j'ai fait? Je regarde ce qu'on a écrit, puis après le travail en ferme. Voilà, beaucoup de jobs alimentaires. Et pour rebondir un peu à la slide, tout ce qui est emploi qualifié. Il y a beaucoup de gens qui nous demandent, par exemple, de faire de la compta. Le problème, c'est que le PVT va un peu vous limiter par rapport au temps de travail. Donc, les PVT ne sont pas vraiment bien vus pour ce genre d'emploi. Moi, j'ai essayé de postuler dans des laboratoires. On dit merci, au revoir. Donc, par rapport à ça, voilà, vous attendez pas trop, ayez pas trop d'espoir. Après, ce que je dis à tout le monde, c'est que vous y avez le droit. Mais voilà, disons que vous partez un peu mal. Et la deuxième chose, c'est qu'il y a des métiers à rechercher. Je pense, par exemple, on me pose beaucoup la question sur comment être électricien, faire infirmier là-bas. Clairement, le problème, c'est qu'il faut repasser des qualifications sur place. Et donc, le PVT n'est pas du tout adapté pour ça. Donc, clairement, ça va plutôt être du job alimentaire, un peu tout ce qu'on a parlé, tout ce qui s'affiche. Donc, généralement, c'est comme ça. Je rebondis sur ce qu'a dit Alex. Donc oui, en général, voilà, si vous travaillez dans un secteur spécifique en France, faut vous attendre à faire des petits boulots saisonniers, mais il y a quand même des exceptions. Je parle souvent d'une amie à moi qui travaillait dans une agence de communication en France et qui était partie en PVT. Du coup, elle était serveuse dans un resto à Sydney et tous les matins, il y avait ce monsieur qui venait prendre son café en lisant le journal. Et au fur et à mesure, en fait, ils ont fait connaissance et ils travaillaient pour une grosse agence de communication qui était basée à Sydney. Et de fil en aiguille, elle a réussi du coup à rentrer dans cette agence. Et aujourd'hui encore, elle est encore à Sydney. Elle s'est mariée avec un Australien maintenant. Bon bref, du coup voilà, c'est possible quand même avec le Working Holiday Visa. Il y a des exceptions de tomber sur la bonne personne au bon moment et de choper un boulot dans votre branche. Du coup, alors, se préparer à trouver un job en Australie. En gros, avant le départ, nous, ce qu'on conseille, c'est de préparer votre CV. Préparer votre CV, avoir un numéro australien, ça c'est plus qu'indispensable parce que si vous mettez sur votre CV un plus 33 06,
Concrètement, vous n'allez jamais être appelé. Les employeurs, ils ont tellement en fait de CV, ils ont tellement de demandes que ils vont pas galérer à chercher, à vous rechercher sur WhatsApp ou autre. Il faut absolument que vous ayez un numéro australien. Pareil pour les comptes en banque australiens. Je sais que par exemple la BNP Paribas propose des cartes qui sont où tu peux retirer en Australie, où tu peux utiliser tes cartes à l'international. Je pense que la plupart d'ailleurs des banques le proposent. C'est super important d'avoir un compte en banque australien pour recevoir votre paye à la fin de la semaine ou à la fin des 15 jours. Le TFN, si vous avez suivi tout à l'heure, c'est le fameux Tax File Number, du coup, qui est indispensable pour travailler en Australie, et ça, vous le demandez dès votre arrivée. Voilà, concrètement, c'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Alexandre, ce qui fonctionne pour trouver un boulot, ça va être le réseau que vous allez vous créer sur place. C'est vraiment le bouche à oreille. C'est la personne que vous allez rencontrer dans une auberge, qui travaille dans un resto, à qui vous allez dire ah ben je cherche un boulot, ah ben mon collègue s'en va, donne-moi ton CV. C'est vraiment comme ça que ça fonctionne. Ce qu'il faut savoir aussi, je ne sais pas s'il y a des parents qui sont là ce soir, qui nous regardent, mais ça peut être rassurant pour les parents. Mais en fait, quand on est en Australie, les jeunes on est tous dans le même bateau. Donc on est très solidaires les uns avec les autres et très bienveillants aussi, vu qu'on est à l'autre bout du monde. Du coup, voilà, tout ce qui est bon plan, recherche de travail, voilà, c'est vraiment, ça fonctionne un peu comme une communauté quand on est en Australie, des expatriés, en fait, voilà, il y a vraiment une vraie entraide. Ensuite, il faut rester vraiment motivé. On en a qui nous appellent et qui nous disent ah ben, je trouve pas de travail, je galère, j'envoie mes CV partout. Alors déjà, voilà, il faut voir si vraiment vous êtes vraiment motivé et que vous donnez vraiment vos CV partout, ou si vous envoyez 1 ou 2 CV et qu'après vous faites des soirées et vous passez votre journée à la plage. Voilà, si vous fonctionnez comme ça, forcément, il n'y a rien qui va tomber. Mais ce qu'on dit toujours, c'est que si vous êtes motivé, ça tombe. Un conseil que je donne aussi souvent, c'est que peut-être que vous allez vous retrouver dans une ville et que vous allez vous dire, putain, alors ça vient pas en fait. Là, il y a rien qui tombe. Mais bougez. Franchement, bouger, c'est que voilà, ça va tomber autre part. Et surtout, n'hésitez pas à parler autour de vous. Et comme vous disiez Alex tout à l'heure, les Australiens, ils vous laissent la chance. Je prends aussi souvent l'exemple, quand j'étais à Melbourne, que j'ai postulé pour des restaurants, il y a une grande avenue à Melbourne où il y a plein de restos. Alors, j'étais avec mes petits CV, je raconte souvent cette anecdote, mais c'est vrai qu'avec du recul, j'étais avec mes petits CV et je balançais à tous les restos. Et puis, au bout d'un moment, je suis tombée sur le manager. Alors, ça, c'est une des techniques, c'est de toujours demander après le manager, parce que pour des collègues, vous pouvez être vu, ou des futurs collègues, vous pouvez être vu un peu comme de la concurrence qui va vous prendre des heures, etc. Donc, toujours demander le manager. Et je suis ce jour-là tombée sur le manager d'un restaurant qui me demande, OK, mais tu me regardes mon CV, OK, tu as un peu d'expérience, tu veux commencer quand? Et bien, je dis, je peux commencer n'importe quand. Il m'a dit, maintenant. Alors, j'étais pas du tout prête. Hein. Et bien, j'étais là, oui, je peux commencer maintenant. Donc, j'ai eu un essai. Je crois que c'était 1 heure. Alors, les Australiens, ils fonctionnent beaucoup aussi avec les trials, qu'ils appellent. Donc, c'est les essais, qui sont souvent pas rémunérés, hein, mais voilà, c'est vraiment un essai pour voir si vous collez au poste. Donc là, j'ai tout donné pendant 1 heure, et puis à la fin de l'heure, il m'a dit OK, tu reviens demain midi, tu reviens, et j'ai été embauchée comme ça. Et ça marche vraiment, vraiment comme ça en Australie. Oui, je ne sais plus ce que je voulais dire. Ouais, voilà, c'est le réseau. Alors il y a aussi le réseau Internet aussi, de tout ce qui est site Internet, les réseaux sociaux, tout ça, ça fonctionne aussi. Comment toi, tu as trouvé un petit peu tes boulots, Alex, toi, en général? C'était beaucoup de bouche à oreille, honnêtement, beaucoup de bouche à oreille, de gens qui bossaient pour des patrons, et ces patrons-là recherchaient d'autres personnes.
Et au final, bah, un peu comme toi, hein, le premier jour, c'est vraiment le jour d'essai. Et par la suite, voilà, le mec, il te dit, bah, écoute, reviens demain. Et au final, de une semaine, je suis resté 2 mois comme ça, quoi. Donc, ça a été beaucoup, beaucoup de ça. Je veux dire, moi, mes derniers boulots, ça a été ça. Et je rebondis sur ce que tu disais. La preuve en est, moi, j'ai essayé, il y a un moment, je me suis installé à Perth. Je suis resté une semaine, ça m'a pas, voilà, ça bougeait pas trop au niveau boulot. Je suis arrivé à Melbourne, j'ai refait la même méthode et en 2 jours à Melbourne, j'ai trouvé un travail. Donc c'est vrai que le visa permet d'aller vraiment où vous voulez en Australie. Si vous n'avez pas le mood, si vous voulez partir, si voilà, ça se déclenche pas, n'hésitez pas à bouger. Les vols en interne sont pas chers. Faut vraiment pas hésiter, quoi. C'est vraiment super important. Et je rebondis un peu aussi là-dessus. L'idée, c'est qu'aussi en distribuant les CV, et il y a aussi certaines certifications. En fait, il y a certains boulots qui vous demandez d'avoir des certifications. Alors, les exemples que vous avez devant sur la slide sont vraiment les plus importants. Le RSA, c'est pour pouvoir servir et vendre de l'alcool. En Australie, tout ce qui est bar, par exemple, ou restaurant, sont super à cheval là-dessus. Voilà, si jamais vous n'avez pas ça, en fait, bah, clairement, vous prenez une amende, le barman, le propriétaire prend une amende. Donc, en fait, c'est une certification pour pouvoir être responsable du service d'alcool. Il y a la même chose avec le RCG, c'est pour tout ce qui est jeu d'argent. Vous pouvez trouver, en fait, en Australie, des bars dans lesquels en fait il y a des machines à sous, des petites choses comme ça. Je sais qu'il y a un bar à Melbourne où il y a ça. Et donc forcément, il faut aussi que vous ayez ça. C'est un peu pour, voilà, si la personne s'emballe un petit peu trop ou des choses comme ça, lui dire stop, attendez, on parle, est-ce que vous prenez pas un peu votre temps, etc., etc. Voilà, on est toujours un peu dans la bienveillance. C'est un peu l'Australie aussi, c'est qu'il y a une histoire de bienveillance comme ça. Le CWW ou la Blue Card, donc ça c'est pour par rapport aux enfants, donc pour travailler avec les enfants. Alors ça, je ne l'ai pas passé. Et il y a également la White Card. Donc la White Card, c'est pour bosser en construction. Pareil, pour être assez alerte sur tout ce qui est sécurité. Alors, qu'est-ce qu'on voit quand je l'ai passé? Moi, on voit tout ce qui est, par exemple, les extincteurs, par exemple, qu'est-ce qui se passe, qui en appelle. Voilà, par exemple, en Australie, le numéro d'urgence, c'est le 000. Voilà, bah, c'est une petite chose, quand on le sait pas, on est un peu moyen. Donc voilà, et le Y4, c'est super important. Honnêtement, si vous voulez bosser en construction, il ne faut pas hésiter à les passer. Alors j'ai envoyé un petit mail à mes collègues en Australie, voilà, pour vous donner un peu une idée des tarifs. En fait, le problème du RSA ou du RCG, c'est que c'est divisé par État. Donc en gros, quand vous le passez par exemple dans l'État du Queensland, c'est valable que dans l'État du Queensland. Mais à peu près, pour vous donner une idée, si vous voulez en passer un qui soit valable dans tous les États, c'est à peu près 230 $. Donc, ça vaut le coup. Il faut le passer, on le met sur son CV, après on est tranquille. Et la white card, on était à peu près, mais quand même on dit 120 $. Alors, les conseils de mes collègues, pour le coup, mais ce que je vous conseille également, c'est de les passer sur place. C'est-à-dire de ne pas les passer en ligne, de les passer directement là-bas, pour 2 raisons. Déjà, une, c'est beaucoup plus rapide. Parce que j'ai déjà vu des gens passer le RSA en ligne et le problème, c'est qu'il y a des pages et des pages de texte à lire, des quiz, c'est super long. Donc, quand vous passez directement face à face, ça dure, c'est sur une journée. Et la deuxième chose, c'est on en reste encore sur le réseau. Moi, quand j'ai passé mon RSA à Melbourne, il se trouve que la fille nous a donné plein de noms de bars qui recherchaient du monde. Et clairement, si j'avais passé le RSA en ligne, euh, j'aurais jamais eu ces noms-là, quoi. J'aurais jamais eu ces contacts-là. Donc voilà, on reste encore sur une histoire du réseau. Ça vous permettra encore de rencontrer d'autres personnes et d'améliorer un peu l'anglais. Donc c'est un peu ça, l'intérêt. Voilà, les certifications sont vraiment utiles et je les conseille vraiment. Voilà, passez-les sur place. Le PVT. Comme on l'a dit, le PVT il permet aussi de prendre des cours d'anglais. Et l'anglais, forcément, c'est aussi un peu. On parle anglais hein, en Australie, donc forcément, ce que je dis, à compétences égales, la personne qui parlera mieux anglais va être embauchée un peu plus vite. On va lui donner un peu plus sa chance. Donc, pour mettre un peu plus de chance de votre côté, si votre anglais il est un peu moyen avant de partir, ce qu'on vous conseille, c'est un peu, voilà, l'agence est faite pour ça, on est partenaire d'école en Australie et on conseille de prendre des cours d'anglais. Alors pourquoi j'en parle? Parce que moi j'en ai pris sous les beaux conseils de Madame Perrine, mais j'ai pris 3 mois de cours d'anglais. L'idée, c'est que les écoles en Australie sont toutes faites, sont construites un peu de la même façon, c'est-à-dire que déjà les cours sont en demi-journée, ce qui vous permet de pouvoir travailler à côté. C'est ça ce qui est plutôt pas mal. Également, donc c'est du 20 à 25 heures par semaine. Donc voilà, on peut très bien faire cours le matin,
l'après-midi ou le soir. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose qui est super intéressante par rapport à notre enseignement en France, c'est que là-bas, déjà, peu importe votre niveau d'anglais, il y a un test à l'arrivée et ensuite les classes vont être réparties par niveau. L'idée, c'est que vous puissiez progresser plus rapidement et aussi on est un peu plus à l'aise, on a un peu plus confiance en se disant, bon, voilà, je suis dans une classe, j'entends la personne à côté de moi qui parle, et je lui dis, mais en fait, on a le même niveau. Donc ça permet aussi de donner un peu plus confiance en soi et donc de progresser beaucoup plus vite. Et comme ce sont des classes internationales, forcément, on est obligé de parler anglais. Alors ce sont des gens qui viennent d'Europe, d'Asie principalement ou d'Amérique latine. Donc, on est encore dans une histoire d'échange culturel, de pouvoir parler anglais, de commencer à sortir aussi du milieu scolaire pour, voilà, moi après, j'ai fait pas mal de soirées, etc. Et on va encore revenir à cette histoire du réseau, parce que moi, mes premiers jobs, je les ai trouvés grâce à l'école. Donc, encore une fois, voilà, faut pas hésiter quand vous rencontrez du monde, et moi, c'est l'école qui m'a permis ça. Voilà, quand je suis arrivé, ça a été, bah, tiens, tu viens d'où, machin, tu fais quoi? Ah, tu travailles? Ah ouais, comment tu as trouvé ton boulot? Est-ce que ça a été dur ou pas? Ah bah non, non, voilà le numéro, ça peut aller assez vite. Donc l'école est aussi un peu un vecteur de ça. Ça vous permet vraiment de pouvoir vous améliorer en anglais. Alors, vous pouvez avoir plusieurs types de cours. Généralement, c'est de l'anglais général, mais après, pour certains qui veulent préparer, par exemple, des examens comme l'IELTS ou passer le Cambridge, etc., vous avez des spécialisations, mais en tout cas, ça vous permet vraiment de bien vous y améliorer. Et vous pouvez faire entre 4 et 17 semaines de cours. C'est le visa qui oblige ça. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'après, si vous dépassez cette durée-là, vous passez sur un visa étudiant et vous venez, dans ce cas-là, plus pour étudier. L'idée du PVT, en tout cas des 17 semaines de cours, c'est vous donner un coup de boost à l'arrivée pour vous remettre un peu les bases en anglais, pour vous mettre un peu dans le bas australien, vous permettre de trouver un petit job à côté et de continuer par la suite. Donc voilà, c'est un peu ça l'intérêt. Et donc, je vous conseille vivement pour ceux qui n'ont pas un super niveau, même ceux qui ont un niveau plutôt bon, mais voilà, qui veulent au moins se remettre un tout petit peu à niveau, de prendre quelques cours d'anglais. Et comme je rebondis sur un truc, Alex, comme tu l'as bien dit, c'est vraiment toute nationalité mélangée. Parce que le Ouais, risque qu'on peut avoir en partant tout seul avec son sac à dos en auberge de jeunesse, c'est vous allez aller direct vers les Français. Parce que vous êtes à ouais, l'autre bout du monde, que c'est hyper rassurant et que forcément, on va vers les gens qui nous ressemblent. ouais, Donc, le fait de faire une école, ben, vous allez rencontrer des gens du monde entier de suite. Donc, c'est un des avantages aussi de faire des cours en ouais, c'est vrai. arrivant. Mm. Je te laisse prendre la suite. Oui, alors Ghostedy Australia, donc comme vous l'avez compris avec Alex, on bosse pour l'agence Ghostedy Australia, qui est une agence d'éducation. On est spécialisé sur l'Australie. On conseille, en fait, on accompagne les gens comme vous, les voyageurs, les étudiants qui ont un projet de départ en Australie. On est des fanats d'Australie depuis des années maintenant. Et ce qui est top, c'est que nos services sont gratuits pour les étudiants. En fait, on est financé par le système éducatif australien. Donc, concrètement, en partant avec nous, vous allez avoir accès à des services pour vous accompagner vraiment au mieux. Alors, avec Alex, nous, on est basé en France. Donc, on vous accompagnera avant le départ, mais vous allez avoir aussi des services sur place. Donc, qu'est-ce que nous, on va faire pour vous avec Alex? Pour ceux qui ne nous connaissent pas ou qui n'ont pas encore eu d'entretien, en fait, on fait un entretien personnalisé. Donc, on va vraiment identifier vos besoins, on va identifier quand est-ce que vous aimeriez partir, dans quel but. On va vous diriger aussi sur le type de visa, parce que là, on parle du working holiday visa, mais il y a aussi le visa touriste, le visa étudiant. On peut vous accompagner sur d'autres types de visas. Et voilà, on va vous aider aussi par rapport à la destination, parce que tous les deux, on a déjà été en Australie. On a voyagé un petit peu partout en Australie, donc c'est une destination qu'on connaît. On a des écoles, donc comme vous disait Alex, en partenariat, et on a aussi des packs pour les gens qui ne veulent pas étudier, qui veulent seulement travailler sur place. On a des packs, on le verra un petit peu plus tard. Donc on peut vous inscrire dans les écoles ou faire des inscriptions dans ces fameux packs. Par rapport à l'assurance, voilà, l'assurance, c'est hyper important, comme on disait au début du webinaire, parce que vous n'êtes pas couvert du tout si vous partez en Australie sans assurance. Donc, ce n'est pas obligatoire. Quand vous faites la demande de visa, il n'y a rien qui vous est demandé. Mais si vous vous cassez une jambe en travaillant, peu importe, ça va vous coûter très, très cher.
Donc voilà, on a aussi des partenariats avec des assureurs et des réductions. Par rapport au visa, que ce soit sur le Working Holiday Visa, le visa étudiant ou le visa touriste, donc là, en l'occurrence, on parle du Working Holiday Visa, on vous accompagne vraiment dans toute la démarche. On sait ce qu'il faut mettre, ce qu'il ne faut pas mettre. Voilà, on s'occupe de tout par rapport à ça. Par rapport à l'hébergement, on a différents partenariats. Donc, vous avez compris, on travaille beaucoup avec des partenariats. Donc, on peut vous proposer soit des auberges de jeunesse, on peut vous proposer des résidences étudiantes, on peut vous proposer des colocations ou on peut vous proposer des familles d'accueil. Ça va dépendre aussi voilà, de ce que vous avez envie. C'est pendant l'entretien personnalisé où on va vraiment identifier ce que vous avez besoin et envie. Avant le départ, alors ça fait partie aussi du coup de nos services, on vous envoie une carte SIM australienne avec un forfait de $30 que vous pourrez utiliser directement en Australie. Donc, vous allez avoir un numéro australien. Donc, quand on vous disait tout à l'heure de bien préparer, enfin, vous pouvez préparer du coup votre CV avant le départ, mais vous aurez déjà un numéro australien. On vous préouvre un compte en banque, comme ça quand vous allez arriver en Australie, vous aurez 7 jours pour finaliser en fait la préouverture, parce que voilà, il faut que vous alliez du coup dans l'agence bancaire avec votre passeport, c'est une sorte de sécurité pour finaliser en fait le compte en banque. Et vous aurez après un compte en banque comme vous avez un compte ici en France avec une carte bleue, etc. Et on vous envoie un email pré-départ. Alors, imaginons que vous choisissiez la destination de Sydney. On vous envoie un email pré-départ avec plein d'informations sur Sydney, le contact de notre conseillère sur place. Donc, comme je le disais tout à l'heure, nous, avec Alex, on est basé en France, mais on a des bureaux sur place. Donc, on va vous envoyer un mail avec vraiment tout récapitulé, tous les documents à ne pas oublier. Si vous faites une école avec le jour de rentrée, l'adresse où vous rendre, voilà. En fait, on fait en sorte que vous n'oubliez rien et que tout se passe bien avant le départ, parce que nous aussi, on a vécu aussi cette expérience et on sait que ça peut être un peu stressant. Donc, on est là vraiment pour vous accompagner et si vous avez la moindre question aussi, on est là pour y répondre. Et ensuite, donc, vous prenez votre vol, vous arrivez en Australie et là, sur place, vous avez aussi accès à nos services. Donc, nos services sur place. Donc, comme je vous disais, on a 5 bureaux. On a un bureau à Sydney, Melbourne, Brisbane, Gold Coast et sur Perth. C'est des plus grosses villes en Australie. Mais où que vous soyez, vous aurez accès à un conseiller. Ok, vous allez avoir le numéro du conseiller qui sera dans la ville la plus proche. Dès votre arrivée, imaginons, comme je disais, vous arrivez sur Sydney, vous allez avoir une welcome session, une session de bienvenue, où notre collègue va vous expliquer, je ne sais pas moi, comment se passent les transports à Sydney, où chercher du boulot. Elle va vous donner des sites utiles. Vous serez abonné aussi à une newsletter avec des offres d'emploi, parce que nous aussi, c'est quand même une grosse communauté Go Study Australia, donc on a pas mal de contacts. Il y a des job sessions aussi où on peut reprendre par exemple le CV avec vous. Donc c'est un peu comme une communauté, je vous disais. Donc on a mis en place des groupes WhatsApp où tous les nouveaux arrivants sont dans ces groupes WhatsApp. Donc voilà, ça permet aussi, comme on le disait tout à l'heure, les échanges et le réseau, bien sûr. Alex, vous parlez des certifications, si vous avez bien suivi tout à l'heure aussi, tout ce qui est RSA, White Card, on a des réductions et on peut vous indiquer justement où sont les centres, où aller, on peut même vous aider à faire les inscriptions. Et Go Study Australia, c'est pas que ça, c'est aussi du coup des événements, des activités. Vous pouvez voir du coup sur notre Instagram, on organise plein d'événements, d'activités. Ça peut être des barbecues, ça peut être des séances de yoga, ça peut être aussi des séminaires sur l'immigration avec des agents immigration. Voilà, on organise plein de choses et c'est pas, vous l'aurez compris, c'est pas que des Français qui partent avec Go Study Australia, parce que c'est une agence qui est à la base australienne et qui a des bureaux partout dans le monde. Donc, ce sera aussi l'occasion de rencontrer d'autres nationalités du fait de participer à ces événements et activités. Si jamais vous voulez, quand vous êtes sur place, enchaîner sur un visa étudiant, on a des conseillers sur place qui peuvent vous accompagner aussi, comme nous on fait avec Alex, mais en étant sur place. Et bien sûr, on a des contacts d'agents immigration si vous voulez immigrer sur place.
Voilà, c'est vraiment de A à Z, vous êtes accompagné. Avec Alex, voilà, c'est avant le départ. Et sur place, où que vous soyez en Australie, vous serez suivi. Ce qui est important aussi à dire, c'est que vous fassiez les cours ou pas, vous êtes suivi. Même si vous faites 3 mois de cours à Melbourne, ensuite vous bougez sur la ville de Brisbane, vous êtes plus, vous n'avez pas fait, vous n'avez plus de cours à Brisbane ou quoi que ce soit, vous connaissez personne à Brisbane, vous savez pas où chercher du boulot, vous voulez voir un petit peu les activités qu'on propose, vous y avez accès. Vous avez vraiment accès à nos services tout au long de votre Working Holiday Visa. Donc ça, c'est aussi rassurant pour les parents. Pareil, je ne sais pas s'il y en a avec nous ce soir, mais c'est voilà, sachez que on est là pour les accompagner vraiment de A à Z. Je prends aussi l'exemple. J'ai eu une maman au téléphone, c'était le mois dernier, il me semble, qui n'arrivait pas à joindre sa fille, qui est arrivée sur Brisbane, qui était dans un logement, dans une résidence étudiante qu'on lui a proposé. Et elle avait reçu un petit message, sa fille lui disait qu'elle avait mal au ventre en plus. Du coup, elle a pris un petit coup de stress, la maman. Donc, elle nous a appelé en disant, j'ai plus de nouvelles de ma fille, là, je suis très stressée. J'ai vu qu'elle était plus connectée à WhatsApp. Et du coup, c'était la nuit en Australie. Donc, bon, j'ai pas pu appeler ma collègue, sinon en journée, je l'aurais appelée. Mais j'ai pas pu appeler ma collègue de Brisbane. Donc, j'ai appelé directement la résidence étudiante parce que la maman savait même plus quelle résidence, ou la résidence, où résidait sa fille, pardon, quelle résidence, etc. Donc, moi, j'ai contacté en fait la résidence et je leur ai demandé d'aller voir si tout allait bien pour cette jeune fille. Et donc, du coup, la dame qui était à la réception est montée. Bon, en effet, elle dormait, elle avait fait un chaos parce qu'elle n'avait pas dormi du tout pendant le vol. Donc, elle a fait un chaos technique, la petite, elle avait juste éteint son téléphone et voilà. Donc, mais ça a rassuré la maman. Voilà, on est là aussi pour que tout se passe bien et que tout le monde soit rassuré, quoi. Et j'allais rebondir parce que moi, étant parti avec GoStudy, donc autant l'accompagnement avant, ça c'est vrai forcément, mais voilà, moi, Perrine m'a aidé sur tout ça. Mais c'est vrai qu'après aussi sur place, alors moi, j'avoue, ça avait rassuré mes parents de savoir qu'il y avait des gens sur place, notamment des gens qui parlaient français. Donc moi, je suis arrivé à Brisbane, donc je suis allé au bureau de Brisbane et puis c'est vrai que j'ai participé à deux, trois, c'était des barbecues qu'il y avait. Donc c'était super intéressant, autant pour rencontrer d'autres personnes. Alors, fun fact, les Français participent pas énormément, donc bah, forcément, ça peut faire encore mieux de parler anglais, parce que c'est beaucoup d'Italiens et beaucoup d'hispanophones. Mais en tout cas, c'est super bien pour rencontrer d'autres personnes et hors de l'école. Donc, ça permet de créer un autre réseau. Et après, voilà, comme les collègues vivent là-bas, ils ont un ressenti, ils voient un petit peu comment évoluent les choses. Il faut encore marcher de bouche à oreille, c'est-à-dire qu'ils vont dire, bah tiens, j'ai tel étudiant, il vient de terminer dans telle pizzeria, ça se trouve, vas-y, n'hésite pas à y aller. Donc ça, c'est pas mal. Et moi, j'avoue, donc j'ai commencé à Brisbane, par la suite, je suis passé par Perth, je suis passé par Melbourne, Sydney, je suis allé qu'en tant que touriste, mais à chaque fois, je suis allé au bureau GoStudy pour rencontrer la personne qui y avait là-bas, en tout cas le conseiller français qui y avait là-bas, et voilà, avoir un peu un retour sur la ville, savoir un petit peu comment ça se passait, rencontrer des personnes. Et c'est vrai qu'au fur et à mesure des étapes, soit améliorer son CV, soit, voilà, comme disait Perrine, participer à des petits ateliers, s'inscrire aux newsletters pour avoir les différentes annonces qui existent. Je ne sais pas si tu Perrine, mais sur des groupes WhatsApp, là, ils ont encore mis les newsletters. J'en ai lu une. Voilà, il y avait des postes pour travailler dans une pizzeria, il y avait des postes de construction. Donc voilà, en fait, c'est les collègues quand ils peuvent, en fait, ils font la newsletter. Ouais, ils la font tout le temps, mais donc là, ils mettent les petites offres d'annonces qu'ils ont vues passer. Ça vous donne aussi un petit peu des exemples. Alors, cette newsletter, elle est envoyée à tous ceux qui sont inscrits. Donc voilà, il faut un peu s'y précipiter. Mais voilà, c'est rassurant de savoir qu'il y a des gens sur place. Et comme l'a dit Perrine, c'est que bah, vous avez accès pendant tout votre séjour. Moi, jusqu'à la fin, alors moi, pour la petite histoire, il y a eu le Covid qui est arrivé. Et donc, j'étais vraiment en gros questionnement. On ne savait pas trop comment le gouvernement allait, enfin, comment ce qu'on allait devenir un petit peu. Et le fait d'avoir une personne, c'était Astrid, qui était sur Melbourne. Donc voilà, Astrid, à chaque fois, j'ai posé des questions. Je dis voilà, est-ce que tu sais où est-ce que ça avance, etc. Et c'est elle qui me dit, bah, écoute, Alex, voilà, à l'heure actuelle, on sait ça, on sait ça. Moi, je te conseille soit de faire ça, soit de faire ça. Et au final, voilà, grâce à elle, honnêtement, j'étais un peu rassuré. Et après, par la suite, je suis rentré en France. Mais voilà, elle était là pour répondre, alors que j'avais fini mes cours 9 mois avant. Donc voilà, clairement, elle était là, donc c'était là jusqu'au bout. Donc je peux vraiment en attester. Euh,
On va finir un peu pour présenter juste nos formules et puis après on aura terminé. Donc moi je vais vous présenter les formules juste sans les cours d'anglais où il n'y a que l'accompagnement, donc tout ce que vous a dit avant le départ et sur place en Australie pendant tout votre séjour. Donc on fait une première formule où il n'y a que l'accompagnement ou alors après en fait on peut rajouter on va dire des options avec 1 ou 2 semaines en auberge de jeunesse. Donc ce sont des chambres de 6 personnes que l'on vous prend. Donc ça c'est valable un peu n'importe où. Ou alors, vous avez la formule un petit peu, on va pas l'appeler premium, mais plus confort, si on veut, dans lequel, en fait, c'est 4 semaines en appartement en colocation. C'est des chambres doubles. Mais voilà, c'est un peu plus confortable. Il y a le transfert à aéroport d'inclus. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut vous le proposer que sur Sydney et que sur Brisbane. En tout cas, voilà, vous avez un peu une idée par rapport à ça. Et Perrine, tu vas nous parler, toi, avec les cours d'anglais. Ouais, alors avec les cours d'anglais, donc comme vous l'avez compris, on est en partenariat avec la plupart d'ailleurs des écoles australiennes, des écoles de langue internationales du coup. On propose sur le Working Holiday Visa, donc pareil si vous avez suivi, donc c'est 4 à 17 semaines maximum. De 4 à 7 semaines de cours, vous avez accès à nos services si vous payez $299 en plus. Pour ceux qui prennent plus de 8 semaines, 8 à 17 semaines, nos services sont gratuits. Après, vous pouvez nous recontacter avec Alexandre, on pourra vous faire des devis personnalisés parce que chaque école propose un tarif différent. Il y a plusieurs campus, ça va dépendre de la ville que vous recherchez. Pareil, en termes d'hébergement, on a plusieurs partenariats à vous proposer. Donc, on n'a pas pu vous mettre de prix. Ça va dépendre vraiment de votre projet. Donc, si vous êtes intéressé pour prendre des cours d'anglais, il faudra prendre un petit rendez-vous avec Alex ou avec moi-même. Alors, là, c'est l'offre un peu exclusive de ce webinaire. C'est que pour toute personne qui suit ce webinaire et qui réserve un package dont vous a parlé Alexandre sans cours avant vendredi, donc vendredi là après-demain, vous avez $50 de offert. Donc c'est pas négligeable. Et pour les cours d'anglais, pareil, pour toute personne qui réserve ses cours avant vendredi après-demain, vous avez $75 d'offert. Voilà, et le paiement doit se faire avant le 30 juin. Donc, le code promo, notez-le bien, c'est APR comme April 2024. Et désolé pour l'accent. Donc, voilà, ça peut être quand même, c'est pas négligeable, c'est quand même intéressant. Il me semble que nous avons fini, mon cher Alexandre. On est pas mal pour 30 minutes, on a tenu 50 minutes. Ouais. Donc, on a quand même quelques minutes à vous accorder. Si vous avez des questions, vous allez pouvoir ouvrir vos micros ou peut-être lever la main s'il y a beaucoup de questions. Comme ça, on vous interroge pour pas que ce soit trop le fouillis. Il me semble que Elvire, un grand merci à Elvire qui a répondu à pas mal de questions sur le chat. Merci, merci Elvire. Et il y avait des questions super intéressantes. Il y en a eu notamment une, je ne sais pas si tu as vu, par rapport au travail qui était plutôt pas mal. Voilà, est-ce que c'est difficile de trouver un logement ou un travail? Ce qu'il faut savoir, c'est que donc, les deux façons de se loger, j'aimerais juste rebondir là-dessus, les deux façons de se loger en Australie, ça va être l'auberge de jeunesse et les colocations. Les colocs, c'est ça ce qui peut prendre un peu plus de temps à trouver, mais des auberges de jeunesse, il y en a partout en Australie. Donc ça, c'est un peu plus simple. C'est ce que tu disais, Elvire, donc merci, tu as entièrement raison. Et la deuxième chose, ce qu'on n'a pas lu, c'est que par rapport au travail, il y a du boulot en Australie, mais ce que j'ai toujours, c'est que, je pense, depuis le Covid, il y a eu beaucoup de pubs par rapport à l'Australie. Donc, il y a beaucoup de personnes, donc plus de concurrence. Donc, l'idée, c'est que forcément, plus vous allez vous éloigner du centre-ville, plus c'est peut-être un peu plus facile aussi pour vous de trouver du travail. Après, voilà, c'est pas impossible de trouver, avant de partir, en tout cas, de prendre des contacts. Mais pour la plupart, ça se fait beaucoup sur place. Zara, tu as une question, vas-y. Et bonsoir, oui, j'ai juste une petite question. Est-ce qu'il y a, par exemple, des périodes propices pour aller en Australie en termes de boulot? Est-ce que c'est plus conseillé, par exemple, en octobre-novembre, par exemple, dans le secteur de l'hôtellerie? Est-ce que c'est plus conseillé de partir à cette période-là ou en janvier ou à une autre période suivant en termes de job, mais également bon, logement, je sais, c'est à voir où on finit, mais en termes de job. Alors, moi, ce que j'ai toujours, alors déjà, il y a
une grosse vague qui va être entre septembre et janvier, à peu près. Tout simplement parce que si on se base sur le modèle français, beaucoup d'étudiants attendent soit le résultat de leurs examens, soit de voir un petit peu comment se passe leur première année, et si ça ne va pas, en gros, ils partent. Donc, on va dire de façon générale, un peu en Europe, les grands départs sont entre septembre et janvier. Pour rebondir par rapport à ce que tu disais, par rapport au travail, j'ai toujours trouvé tout le temps du travail en Australie. Après, c'est vrai que si on se mime un peu sur le modèle français, la période estivale australienne, ça va être fin décembre, janvier, février. Donc forcément, tout ce qui est restaurant pour préparer leurs équipes, il faut être là un peu en amont. Donc par rapport à ça, c'est vrai que quand tu arrives en janvier, le problème, c'est que si tu veux bosser dans des choses, on va dire dans des équipes estivales ou des choses comme ça, les équipes sont déjà faites. Mais après, voilà, moi, je suis parti en mois d'avril. Donc clairement, c'est fin de l'automne, début du printemps là-bas. Donc clairement, en termes touristiques, c'est pas la grosse folie, mais autant dire qu'il y a toujours du monde et j'ai toujours travaillé. Les restos, ils fonctionnent toujours. Il y a toujours du monde qui arrive tout le temps en Australie. Donc voilà, on va dire la période qui est plutôt pas mal, c'est je pense de septembre à novembre à peu près pour arriver. Mais après, c'est pas impossible de trouver du boulot aux autres périodes. Ouais. Après, je veux rebondir sur un truc, Zara. Il y a beaucoup de turnover en Australie. Tu sais, ça, tout le monde bouge tout le temps avec le Working Holiday Visa. C'est aussi ça, le but, c'est de voyager, c'est de bouger. C'est pas forcément de rester sur une seule et même ville, même si il y en a qui le font et chacun fait comme il veut, en fait, avec ce visa. Mais il n'empêche que du coup, ça crée pas mal d'offres, demandes. Donc, il y a tout le temps du boulot. Grâce à ce turnover, il y a tout le temps un petit peu de boulot partout, tout le temps en Australie. Je pense que c'est même pour ça, je ne sais pas ce que tu en penses, Pierrine, ça qu'on n'a jamais discuté, mais je pense qu'à Navy, les 6 mois qu'ils ont instaurés, tu sais, par rapport au travail, moi, je pense à chaque fois, c'est aussi pour instaurer une sorte de turnover. En fait, il y a tellement de monde que c'est pour ça qu'ils disent maximum au même employeur pour faire un peu bouger le pays. Et c'est pour ça aussi qu'on vous conseille d'aller voir des gens parce que et d'y retourner, parce que tu peux très bien passer dans un restaurant, le mec il dit bah, écoute, j'ai rien, tu repasses 2 jours après, il y a 2 serveurs qui se sont barrés. Et au final, tu arrives, le mec, il dit, bah, écoute, ouais, ok, on fait un essai. Donc, c'est beaucoup de l'opportunisme aussi en Australie. Je prends aussi cet exemple-là par rapport aux fermes. Suffit que les fermes, tu arrives, tu y vas le matin à la ferme, tu arrives à 5h30. S'il y a 2 loustiques qui ne sont pas levés, tu prends leur place. Ça, c'est typique australien aussi. Donc, voilà, faut pas hésiter. Là-dessus, faut saisir l'opportunité. Je crois qu'on a une autre main levée. Ah, j'ai pas vu. C'est Yam, je crois. Alors, ou peut-être. Alors, oui, on a quelques questions sur le chat. Hop. Alors, Béni, les 88 jours à Melbourne, c'est pas valide, c'est vrai. Alors oui, comme le disait tout à l'heure Alexandre, c'est dans des régionales AREA. Pour faire les 88 jours dans le secteur primaire. Elvire, un peu plus haut, elle a mis un lien justement où il y a les codes postaux, en fait. Il y a des codes postaux sur le site de l'immigration australienne, des codes postaux éligibles du coup aux 88 jours ou pas. Donc, tu pourras les retrouver sur le lien qu'a envoyé Elvire. Généralement, Melbourne, il n'y a pas. Mais Melbourne, oui, non. Ça ne va pas être une régionale AREA, ouais. Michael qui nous demande... Ah non, pardon. Fouad, j'ai une question en général. On prend combien de temps pour trouver un travail, par exemple en ferme, à partir de son arrivée? Question très, très difficile, Fouad. Ça peut être 2 jours comme 2 mois. Exactement. Clairement. Pareil, réseau que tu vas te créer, être au bon endroit au bon moment, il y a ça aussi. Mais sache que voilà, pour aller en ferme, déjà il faut être véhiculé en général. C'est pas en plein centre des villes comme on disait, donc ça peut prendre un certain temps. Autre chose aussi, je voulais vous mettre en garde. Il y a des sites internet comme Gumtree, comme des groupes Facebook où vous allez trouver des offres d'emploi, notamment dans les fermes, où on va vous demander, par exemple, envoyez-nous $100 pour qu'on vous réserve une place. Alors ça, c'est sûr que c'est une arnaque. Voilà, il faut faire hyper attention à ce genre d'annonce. Surtout quand vous n'êtes pas en Australie. Si vous êtes en Australie, que vous pouvez checker, voir si c'est une vraie ferme, etc., à la limiter encore. Ça sent la fake annonce, donc il faut faire attention. Mais pour répondre à ta question, Fouad, c'est hyper aléatoire, quoi. Ça va dépendre vraiment des gens que tu vas rencontrer sur place.
Moi, la preuve, hein, j'étais sur Perth, une semaine, j'ai rien trouvé. J'arrive sur Melbourne, en 2 jours, je trouve quelque chose. Ouais. C'est vraiment aléatoire, mais voilà, c'est de l'opportunisme, hein. Tu peux arriver, voir quelqu'un, mais tu dis, bah voilà, le feeling il passe, il dit, bah écoute, je connais quelqu'un qui recherche quelqu'un, crac, en 24 heures, c'est fait. Ça peut Mm. être rapide, comme ça peut prendre du temps. Faut être honnête aussi, ça peut prendre beaucoup de temps, quoi. Ouais. Donc voilà, c'est un peu ça. Mickaël posait comme question, comment choisir sa ville de départ? Quels ont été les critères pour vos choix? T'es arrivé où, toi, Perrine, en premier déjà? Je suis arrivée à Brisbane comme toi, ouais. Ah ouais, et pourquoi Brisbane? Alors, moi, à la base, donc, je viens d'une petite ville qui s'appelle Montauban. J'ai fait mes études à Toulouse, à Perpignan et à Bayonne. Donc, j'ai jamais été fan des grosses villes. Donc, arrivé à Sydney, ça me faisait un peu flipper. Ou Melbourne, voilà, c'était un peu trop gros pour moi. Donc, ouais, j'avais choisi Brisbane parce que c'était une ville à taille humaine et que, voilà, ça me faisait moins peur qu'une très grosse ville. Ah ouais. Voilà, moi, pourquoi j'ai choisi Brisbane, même si j'avais dans l'idée après de bouger un petit peu partout en Australie. Mais pour arriver, j'avais pas envie d'arriver dans une très grosse Ouais. ville. Ouais, je vois. Et toi, Alex, du coup, pourquoi tu avais choisi Brisbane? Bah, parce que tu me l'as bien vendu, juste pour Ah, ça. voilà. Non, je rigole. Non, j'avais un peu la même réflexion que toi, dans le sens où je m'étais dit que Sydney et Melbourne, c'était des villes qui étaient un poil plus chères à vivre. Et en vrai, c'est le cas maintenant pour l'avoir vécu. Mais donc, je me dis que Brisbane étant une ville un peu plus petite, la vie était moins chère, ce qui est vrai. Alors maintenant, la ville s'étend énormément. En plus, ils vont accueillir des JO aussi, donc ils ont pas mal d'infrastructures, ils sont en train de construire. Mais en tout cas, ouais. Et pour rebondir aussi à ta question, honnêtement, il faut que tu vois toi, donc tes critères à toi. Est-ce que tu préfères les grandes villes, les petites villes? Est-ce que tu veux un peu de nature? C'est vrai que bah, beaucoup de villes, on remarque, ont de la nature, mais tu vois, Brisbane aussi, par exemple, il n'y a pas la mer. Il faut que tu fasses 1 heure de route pour arriver sur la Gold Coast. Il y en a certains qui aiment, certains qui n'aiment pas. Voilà, il faut que tu établisses tous ces critères-là. Et comme on disait, qu'on l'a beaucoup dit, tu peux bouger comme tu veux en Australie, donc n'aie pas peur de ta ville d'arrivée. Si tu arrives, je dis n'importe quoi, à Sydney, tu prends des cours ou pas, mais en tout cas, tu mets en sorte, tu mets les papiers en route, et tu vois qu'au final, bah, ça ne te plaît pas. Prends un avion, tu t'en vas, ou alors va un peu plus dans les terres, peu importe, mais n'hésite pas à bouger. Franchement, c'est ce que je dis absolument. Yann me demandait, est-ce possible de faire des emplois qualifiés? Alors, ça, c'est ce qu'on disait avant. Sous le papier, rien ne t'en empêche. Le problème, c'est que le visa va être un peu. Le visa, on va dire, il est un peu mal vu dans le sens où ils se disent le mec, il est en PVT, il va beaucoup bouger. Donc, en gros, il va avoir un peu la bougeotte, il va pas rester longtemps avec nous. Et la deuxième chose, c'est que le PVT t'autorise à rester 6 mois pour un même employeur. Donc, s'il faut te former sur quelque chose ou quoi, l'employeur va pas s'amuser à te former, sachant qu'au bout de 6 mois, il va devoir former quelqu'un d'autre. Donc, on va dire oui, mais non, il y a un peu une discrimination par rapport à ça. Mais après, si tu tombes sur un employeur qui, voilà, tu as les qualifs, il a pas besoin de te former, il a besoin de toi 6 mois, aucun souci, fonce. N'hésite pas, ça peut faire super bien sur ton CV. Donc, pas de problème. Julien qui nous demande de parler des offres pour les assurances santé. Alors nous, Julien, on travaille avec l'assureur qui s'appelle Shapka. Je crois que c'est un peu le leader en Australie. Ils sont très bien. En passant par nous, vous avez 5% de réduction. Et pour te donner un tarif, une idée des autres, en fait, leur tarif est dégressif. Donc, au plus tu prends, au moins cher c'est. Mais il faut compter environ, je crois que c'est entre 30 et 35 euros par mois, il me semble, Alex. Ouais, de mémoire, pour avoir revu, je crois que c'est 410 € l'année avec les 5%. Et Ouais. Jules, normalement, tu as dû le recevoir par mail, mais je te le renverrai sinon. Mais c'est 410 € l'année. Si jamais vous faites moins d'une année, vous pouvez être remboursé au prorata sous condition. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Comme ça, à la limite, vous payez moins cher, après vous êtes remboursé. Donc ça peut être une idée. Mais ouais, nous, on travaille avec Shapka. Ils sont très bien, on a de très bons retours. Ouais. On nous pose, est-il possible de travailler 60 heures par semaine et tenir le rythme? Alors, moi, je l'ai fait. Je ne sais pas toi, Pierrine, remarque, mais C'est peut-être pas 60 ans, je ne saurais pas te dire exactement combien. J'ai enchaîné, des fois, j'ai déjà enchaîné 2 petits boulots, donc peut-être qu'au final, je faisais 60. ça va vite. Moi, je me suis vu payer. Quand j'ai fait mes 2 mois de construction, c'était du lundi au dimanche. Donc, Ouais. j'avais très peu de jours off. Après, ça dépend de toi, clairement. Si tu peux tenir ou pas, c'est un rythme à prendre, c'est assez difficile. En gros, les seuls moments que tu as pour toi, c'est pour dormir et manger. Donc là, c'est à toi de voir.
suivant toi un petit peu, ça se fait. Il y en a qui le font, hein. J'ai encore vu des gens sur Instagram voilà, qui bossaient, qui faisaient du 70 heures par semaine, mais ça te tue derrière, quoi. Après, voilà, il faut voir un petit peu l'objectif. L'objectif, c'est mettre, je sais pas, mettre de côté ou de mettre de côté pour un road trip derrière. Bah voilà, il faut faire à fond. Vois suivant toi, tout simplement. On m'a dit que travailler dans les fermes n'était pas rémunéré. Si, maintenant, c'est rémunéré. Enfin, en tout cas, moi, j'ai bien été payé, je te le confirme. Oui. Ouais, et d'ailleurs, je vois qu'Elvire t'a répondu un petit peu plus bas et je suis tout à fait d'accord avec elle. Il y a des boulots qui sont payés au rendement et pas à l'heure. Ça, je vous déconseille parce qu'en général, c'est quand même très compliqué. Et voilà, vous pouvez être assez déçu de le paye que vous avez à la fin de la semaine. Mais si, le travail en ferme est rémunéré, ouais. Non, c'est clair. C'est clair. Alors, Fouad nous demande, il faut s'inscrire chez GoStudy combien de temps avant le départ souhaité, par exemple, pour un départ souhaité en mars 2025. Alors, écoute, moi, j'ai des gens qui m'appellent qui veulent partir au début mai, d'autres qui m'appellent et qui veulent partir juillet 2025. Donc, ça dépend vraiment de toi, si tu es sûr du projet, si tu veux te lancer maintenant, si tu préfères prévoir un petit peu, mais sache que voilà, tu peux prévoir même ton départ un an à l'avance, on le fait. Hein. Et on en a beaucoup qui préfèrent que tout soit bien mis en place longtemps à l'avance pour pouvoir mettre de l'argent après de côté. Et donc voilà, tout est possible. Et nous, on préfère d'ailleurs que vous nous appeliez un petit peu avant parce que travailler dans l'urgence, on le fait souvent et c'est moins agréable que voilà d'avoir le temps, de pas être trop stressé, même par rapport au visa, demande de passeport, tout ça. Voilà, il vaut mieux s'y prendre un petit peu à l'avance, quoi. Voilà, en fait, pour rebondir, ce qu'il faut savoir, c'est qu'un visa australien, enfin un visa PVT, dès qu'il est validé, vous avez 1 an pour arriver en Australie. Donc en fait, voilà, ton timing, il est un peu là-dedans. Alors forcément, ce que j'ai toujours, c'est qu'on vous conseille de prendre les billets d'avion une fois que votre visa est validé. Donc forcément, plus le visa est validé à l'avance, plus ça vous laisse du temps pour prendre vos billets d'avion. Et donc, comme l'a dit Perrine, éventuellement aussi remettre un peu de l'argent de côté si vous bossez. Et après, également aussi anticiper un peu le logement. Si jamais vous ne prenez pas grâce à nous, enfin via nos services, aussi voir de votre côté, ça peut partir assez vite. Il ne faut peut-être pas le faire non plus à la dernière minute. Donc voilà, prenisez-vous un petit peu à l'avance. Caroline, elle a une très bonne question. Elle demande si on réserve X semaines de cours dans une ville, est-ce que si la ville ne me plaît pas, je peux changer de ville? Alors absolument. En fait, on a des écoles en partenariat qui ont plusieurs campus, qui ont des campus à Melbourne, Sydney, Adélaïde, Brisbane, par exemple. Et c'est possible, voilà, de faire 1 mois dans une école, 1 mois dans une autre. Vous pouvez le décider avant, mais vous n'êtes pas obligé de le décider. Voilà, si sur place vous dites finalement Sydney ça me plaît pas, j'ai envie d'aller à Melbourne, c'est tout à fait possible. La seule chose à retenir, c'est que souvent, selon les villes, le coût n'est pas le même à la semaine. Donc, si jamais à Brisbane c'était moins cher qu'à Sydney, il faudra payer en fait la différence ou vice versa. Et vous ne serez pas remboursé si c'est moins cher par contre. Mais c'est tout à fait possible et c'est quelque chose qu'on n'a pas dit. C'était une très bonne question, Caroline. Ouais, alors juste ne pas s'y prendre à la dernière minute. Les écoles, bien que ce soit un peu juste anticipé. Mais oui, et c'est vrai que moi, je me suis déjà vu inscrire un étudiant. Il a fait 2 mois dans une école à Melbourne et 2 mois après dans une école à Sydney. Ouais, Sydney, ouais. C'est ça. Voilà, il a voulu faire ça, pas de souci. On a fait ça, aucun problème. Donc, ça se fait sans souci. Qu'est-ce qu'on a après comme question? Zara qui nous pose une question sur le sponsorship. Alors là, c'est pas du tout du coup le webinaire. C'est pas trop notre domaine. Immigration. Ouais, je pourrais t'envoyer le contact d'un agent immigration par contre. Nous, on n'a pas du tout la casquette immigration, c'est trop compliqué. Ça change tout le temps. Donc, on a un partenariat avec un agent immigration. Si tu veux, Zara, je t'enverrai son contact. Pierre qui nous demande si le woofing est présent également en Australie. Alors oui, tout à fait. Oui. D'ailleurs, moi, j'en ai fait en arrivant en Australie. Quand j'étais à côté de Brisbane, j'étais à Byron Bay. J'ai commencé en fait avec du woofing. Ça m'a permis de trouver mon premier boulot. Mon tout premier boulot, c'était dans un hôtel de luxe où je faisais les ménages. Et j'ai trouvé ce boulot grâce à la famille chez qui j'étais logée en woofing. Donc oui, Pierre, c'est quelque chose qui se fait aussi en Australie autant qu'en Nouvelle-Zélande, je pense. Je vois qu'Elvire, elle a mis le lien Chapka à Julien. Super, merci Elvire. Je reviens aux questions.
Est-ce qu'on a un partenariat avec Brown, je pense que tu as voulu dire Brown English School à Brisbane? Oui, on est en partenariat avec cette école-là. Si jamais tu veux des informations, je ne sais pas avec qui tu es en contact, si c'est avec Alex ou moi, mais n'hésite pas à revenir vers nous. On est en partenariat, on est en partenariat avec eux. On les a, ouais, totalement. Est-ce que vous pouvez nous aider pour acheter notre première voiture? Alors, vous aider, je ne sais pas ce que tu entends par là, mais en tout cas, si jamais tu as un doute par rapport à la Rego, parce que c'est un peu compliqué pour acheter une voiture en Australie, tu peux demander conseil, en effet, à nos conseillers sur place. Ils sauront te dire toutes les démarches administratives, ce genre de choses. Ouais, c'est quelque chose qu'on peut faire. Et comment éviter de donner des conseils. Ouais, je sais qu'il faut être, faut faire attention, quoi. Faut s'y connaître un petit peu en mécanique, etc. Donc, si tu connais pas, essaie d'avoir quelqu'un à côté ou de voir un garagiste aussi pour vérifier ça. Mais j'avoue que, ouais, perso, j'ai jamais acheté de voiture. J'ai toujours eu des jobs où le chef avait déjà sa voiture. Je crois que Pierrine, t'as pas acheté de voiture non plus, il me semble. Si, j'avais acheté une voiture, mais bon, on n'avait pas fait trop ça dans la légalité, entre guillemets. On avait acheté ça à un copain, mais il n'y avait pas la Rego. Bon, bref, c'était un peu compliqué. Mais oui, c'est une bonne question. C'est vrai que voilà, nos bureaux, ils servent à ça aussi, à vous aider s'il y a des démarches administratives que vous ne savez pas faire ou vous ne comprenez pas. On est là aussi pour nos collègues qui sont sur place. Ils habitent en Australie depuis un moment, donc c'est vrai qu'ils pourront vous donner des tips et des… Ils ont plus de retours là-dessus, mais pour toi, Julien, avec le van, hein. Oui, pareil. Toi, c'est sur Melbourne, n'hésite pas à voir avec Eva et qu'elle te fasse un retour là-dessus aussi, hein. Qu'elle t'aide là-dessus. Est-ce qu'on a d'autres questions? Peut-être qu'on va prendre une dernière question, si quelqu'un a une question. Ouais, vas-y, Sarah. Bon, ben, je pose la dernière question. Moi, c'est au niveau du niveau d'anglais. Quand vous êtes arrivé en Australie, quel était votre niveau? Et à la fin de vos cours, quel était le niveau que vous avez atteint? Alors, il n'y a que moi qui ai pris des cours en Australie. Je suis arrivé, j'étais entre B1 et B2. Donc, je suis ressorti des cours, j'étais quasi C1 et je suis à peu près resté constant C1 pendant tout mon séjour en Australie. Après, il y a des choses qui m'ont desservi, c'est que j'ai eu des jobs où il y avait des Français. Alors ça, je ne l'ai pas demandé. Mais voilà, donc forcément un peu moins. Mais quand j'ai fait mes fins, par exemple, la coloc dans laquelle j'étais, il y avait un Irlandais et un couple d'Anglais. Donc c'était top. Voilà, j'ai parlé anglais pendant un bon moment. Mais voilà, pour ça que le conseil que je peux vraiment vous donner, c'est d'éviter les Français au maximum, quoi. Ouais. D'accord. Et alors moi, j'ai pas pris de cours d'anglais. En fait, quand je suis partie, je savais même pas qu'on pouvait prendre des cours d'anglais. J'étais partie un peu à l'arrache. Je savais même pas qu'on pouvait prendre des cours d'anglais sur un working holiday visa. Et moi, en l'occurrence, mon niveau était très, très bas, comme je le disais tout à l'heure. J'ai mis 1 an à vraiment… Parce qu'en plus, je suis pas partie toute seule. Je suis partie avec ma meilleure amie qui était aussi française. Donc, on était à 2 Françaises. Et ce que je vous disais tout à l'heure, le fait que tu arrives dans une auberge jeunesse, que tu vas que vers les Français, c'est vraiment une expérience que j'ai vécue pendant 6 mois. J'ai traîné qu'avec des Français. Ouais. Grossière erreur. Du coup, j'ai pas amélioré mon niveau d'anglais pendant bien 8 mois, je dirais. Puis au bout de 8 mois, voilà, j'ai commencé un peu à améliorer mon niveau. Et c'est la 2e année où j'ai vraiment amélioré mon niveau parce que là, mon ami est parti et je suis restée toute seule. Et là, je me suis focalisée que sur les voyageurs. Je voulais plus de français, que les voyageurs internationaux. Et c'est là où c'est vraiment la 2e année où j'ai amélioré mon niveau. Parce que j'ai fait l'erreur de rester qu'avec des Français au départ. Ouais, forcément. Voilà. Donc, il faut faire attention à ça. Non, c'est clair. C'est clair. Merci. Ben voilà, merci en tout cas à tous d'avoir participé. Alors, si jamais il y a d'autres questions, des choses qui vous viennent entre-temps, n'hésitez pas à revenir vers nous par WhatsApp, ou en tout cas à nous contacter. Il y en a pas mal normalement qu'on a contacté par WhatsApp exprès avant ou par mail. Donc, n'hésitez pas, un mail récap vous sera également envoyé. Voilà, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et puis, voilà, en espérant que votre projet en Australie se mette en route et puis vous puissiez profiter à fond de cette super aventure. En tout cas, c'est vraiment une super expérience. Ben écoutez, voilà, on vous souhaite une très bonne soirée. Merci Alex, merci à tous pour ce webinaire. Comme vous a dit Alex, si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas
à revenir vers nous. Normalement, vous avez nos contacts. Et puis, voilà, en espérant que vos projets se concrétisent. Et n'oubliez pas le petit code promo si jamais vous voulez vous inscrire avant vendredi. Passez une bonne soirée. On vous souhaite une bonne soirée à tous et puis à bientôt. Merci d'être connectés, d'avoir été connectés. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir.